podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Le shutdown dure toujours aux États-Unis. Est-ce qu'il peut faire cracher les marchés boursiers en Europe ? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Bourse ou la vie de Trends Tendance. Donc, mon nom est Paul Charlie, je suis journaliste et coordinateur de la rubrique Bourse de Trends Tendance. J'ai ce soir le plaisir d'accueillir parmi nous Mathieu Savary. Mathieu, vous êtes expert des marchés européens auprès du cabinet BCA Research. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc ce soir, nous allons parler de ce shutdown aux États-Unis. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont un peu les risques immédiats que ce shutdown peut avoir pour les marchés européens ? Est-ce que le shutdown pèse déjà sur les cours européens aujourd'hui ? Alors, le risque du shutdown est relativement indirect. En soi, il n'a pas vraiment d'impact sur les marchés européens. Cependant, si ce shutdown se prolonge, il pourrait causer des dommages à l'économie américaine, qui est déjà fragile. On voit les chiffres de l'emploi qui se sont détériorés, par exemple. Et dans ce contexte, si le shutdown se prolonge et frappe une économie américaine qui est déjà dans une situation fragilisée, il pourrait augmenter le risque de récession. Et c'est de là que vient le risque pour l'Europe. Car si une récession se profile aux États-Unis, où les valorisations des actions sont déjà très demandantes, les actions américaines risquent de plonger de façon prononcée. Et étant donné le bêta élevé des actions européennes au marché américain, et de plus les liens commerciaux étroits entre l'Europe et les États-Unis, des problèmes dans les marchés financiers américains se traduiront aussi par des problèmes dans les marchés financiers européens. Mais on n'en est pas encore là au jour d'aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres risques à moyen terme auxquels il faudrait penser, notamment peut-être une baisse des exportations européennes vers les États-Unis où l'économie serait au ralenti ? Oui, absolument. C'est un des vecteurs qui nuirait de façon importante, de 1 à la croissance européenne, de 2 aux actions européennes, étant donné qu'une grosse partie des ventes des compagnies européennes se dirige vers les États-Unis. Donc c'est vraiment cette question de la longueur du shutdown qui est ultimement la plus importante, car c'est elle qui déterminera si le shutdown peut causer une récession. Historiquement, on peut avoir un peu d'espoir que ce ne soit pas le cas, étant donné que les shutdowns n'ont jamais duré vraiment très longtemps et n'ont rarement causé de choc économique majeur. Encore, la grande différence aujourd'hui par rapport à ce que nous avons vu de par le passé est que l'économie américaine est déjà dans une position de ralentissement. La croissance de l'emploi étant à moins d'1% par an est historiquement un signe d'une économie qui se dirige vers une récession. Donc une économie qui n'est pas en mesure d'absorber des chocs importants. On se pose aussi des questions vis-à-vis des désirs des républicains, ou plutôt des menaces, devrais-je dire, des républicains, d'utiliser le shutdown pour couper de façon permanente beaucoup d'emplois du gouvernement fédéral aux États-Unis. Ce qui accentuerait les risques qui sont déjà présents dans le marché de l'emploi des États-Unis. Donc il faut regarder un petit peu aussi cette dynamique en termes de potentiel de risque. Nous, à BCA Research, ce qui nous conforte à l'heure actuelle, c'est plusieurs facteurs. Le premier, étant donné que, n'oublions pas, il y a des élections de mi-mandat l'année prochaine, et que les Américains ne sont pas fous, ils se rendent bien compte que le Parti républicain contrôle l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui mériteront le plus le blâme pour le shutdown, si le shutdown cause de vrais problèmes importants dans l'économie américaine. Il y a un autre vecteur aussi dont il faut tenir compte, la Fed. La Fed commence déjà à couper les taux aux États-Unis. Donc, s'il semblerait que le shutdown se prolonge et cause une augmentation des risques pour l'économie américaine, dans ce contexte, il est fort probable que la Fed accélère ses coupures de taux
qui aideront à la croissance des flux de crédit qui déjà semblent reprendre un petit peu de vigueur aux États-Unis. Donc dans ce contexte, c'est pour ça que nous ne sommes pas au jour d'aujourd'hui encore trop inquiets. Mais les risques, je ne peux pas le souligner suffisamment, sont plus élevés que dans un shutdown moyen. Ok, justement, on dit souvent que ce shutdown est un peu différent des autres. Est-ce que selon vous, est-ce que vous avez plus ou moins une idée en tête de combien de temps est-ce qu'il pourrait durer? Non, j'ai notamment vu que la date du 15 octobre était importante. Fatidique est peut-être un grand mot, mais en tout cas elle était un peu importante parce que c'est le jour où il y a plus d'1 million de soldats américains qui attendent leur salaire et donc qui, avec le shutdown, ne va pas tomber. Donc c'est un peu un blâme symbolique pour le gouvernement qui peut-être voudrait essayer de ne pas arriver à cette date. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il est possible qu'il y ait une mesure mise en place pour financer le gouvernement qui soit mise de l'avant avant le 15 octobre. Cependant, ce ne serait que partie remise, parce que ultimement, la vraie date la plus importante, c'est le début décembre, car c'est pour ce moment-là qu'il faut renégocier tous les termes du Obamacare, qui est vraiment le point sur lequel tout se joue au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que même si il y a une mesure de financement qui est mise en place à court terme, ce n'est que partie remise, car le problème du financement et des subsides du Obamacare reste en place. Donc, si le shutdown se termine rapidement par juste une mesure à court terme de financement du gouvernement, on recommencera ces négociations, on recommencera les problèmes durant le mois de novembre en vue de ce début décembre qui est ultimement la date la plus importante, qui est la date qui compte pour les marchés et pour l'économie américaine. D'accord, donc l'incertitude ne devrait pas nous quitter de sitôt. Voilà un peu pour ce qui est du volet américain et international. Bon, tout ce qui se passe aux États-Unis et à Wall Street, hein, comme vous le dites, a toujours un impact de près ou de loin sur les marchés européens. Mais sinon, autrement, l'Europe, de son côté, de ce côté-ci de l'Atlantique, on va dire, l'Europe a aussi son propre lot de risques, notamment budgétaires. Je pense notamment à la France et l'absence de gouvernement depuis lundi, parce que le Premier ministre a démissionné après une vingtaine de jours. Le Royaume-Uni aussi est en négociation pour définir un budget, mais là aussi, cela risque d'être compliqué. Certaines réticences du parti de Labour qui risquent un peu de compliquer l'adoption du budget, alors que des mesures un peu fortes sont nécessaires pour redresser les finances. Donc est-ce que finalement, cette situation-ci en Europe budgétaire est plus grave pour les marchés européens que le shutdown américain? Je pense qu'il faut différencier les marchés européens. Il y a la question britannique d'un côté et la question française de l'autre côté. Donc commençons par la question française. La question française, ultimement, est un problème qui, selon moi, restera en France. Pourquoi? Il y a une multitude de raisons. Premièrement, il est vrai que la situation française est problématique et continuera à avoir un impact sur les bons du Trésor français qui, selon moi, ne sont pas du tout attrayants à l'heure actuelle. Pourquoi? Car personne n'a d'incentif aujourd'hui en France d'arriver à un accord. La gauche contrôle à peu près 33% de l'Assemblée nationale, les centristes 33%, la droite, extrême droite en particulier, 33%. Et quand on regarde les sondages récents, s'il y avait une nouvelle élection parlementaire, les résultats seraient assez semblables à ceux de l'été 2024. Donc on ne changerait rien à la situation actuelle. Alors pourquoi est-ce que ça crée cette paralysie? Tout simplement parce que aucun de ces groupes n'a intérêt, d'un point de vue théorie de jeu, game theory, d'aider le gouvernement actuel, que ce soit aussi bien les centristes que la gauche ou la droite. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que si un autre gouvernement tombe, s'il n'y a pas d'accord budgétaire, etc., on peut toujours déposer le blâme sur les autres.
Donc c'est pour ça que personne aujourd'hui ne prend la responsabilité de faire un accord avec les autres membres de l'Assemblée nationale. Et qu'on garde ces positions extrêmement puristes par rapport à l'idéologie de chacun des gros groupes, et qu'aucun accord n'est fait, et qu'aucun effort à diminuer ou à plutôt réparer la situation fiscale très problématique de la France n'est atteint. Maintenant, pourquoi est-ce que ce problème restera en France selon moi ? C'est parce que la France est dans une position unique par rapport au reste de l'Europe. La France a le plus gros niveau d'endettement de l'Europe. Et quand je parle d'endettement, je ne parle pas juste de l'endettement du gouvernement. Je parle de l'endettement total, de l'endettement du secteur privé plus du secteur public. La France a le deuxième plus haut niveau d'endettement des économies majeures après le Japon. Mais la France n'est pas du tout dans la même position que le Japon. Pourquoi ? Car le Japon bénéficie d'un surplus du compte courant. Qu'est-ce qu'un surplus du compte courant ? C'est un terme technique d'économiste, mais c'est essentiellement un surplus de la balance commerciale plus les revenus qui viennent de l'étranger. Et économiquement, le surplus du compte courant est égal à l'épargne moins l'investissement. Donc le Japon, le secteur privé japonais épargne tellement qu'il est toujours capable de financer le gouvernement. Donc, il n'y a pas vraiment de situation de crise au Japon. En France, on est dans la situation inverse, où le compte courant est en déficit, ce qui signifie que la France, le secteur privé français, ne produit pas suffisamment d'épargne pour financer le gouvernement. Alors, pourquoi est-ce si important quand on compare vis-à-vis du reste de l'Europe maintenant ? C'est parce que les pays de la périphérie, donc l'Italie, l'Espagne, etc., qui eux souffraient de déficit du compte courant absolument énorme au début des années 2010, aujourd'hui ont un surplus du compte courant. Donc ils ont suffisamment d'épargne pour financer leur gouvernement. De plus, certaines de ces économies, comme l'Espagne, ont un taux de croissance beaucoup plus élevé que la France, ce qui signifie que le fardeau fiscal est beaucoup plus simple à financer. D'autres pays, comme l'Italie, ont des surplus budgétaires quand on regarde au surplus primaire, c'est-à-dire le surplus excluant les paiements d'intérêts. Donc, ils sont aussi dans une position fiscale beaucoup plus forte et avec une trajectoire des déficits publics qui est bien meilleure que celle de la France. Donc, d'un point de vue de financement du gouvernement, ces économies se portent beaucoup mieux que la France. Il y a un autre facteur qui est très important, c'est la BCE. En 2010, la BCE ne voulait pas jouer le rôle de prêteur de dernier recours au gouvernement européen. Cependant, tout cela a changé l'été 2012 quand Mario Draghi a fait son fameux speech « Whatever it takes ». Depuis, la BCE joue ce rôle volontairement de prêteur de dernier ressort. Et pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce qu'elle a mis en place déjà les outils pour éviter une contagion du choc français, ou d'un choc quelconque, aux pays qui jouent le jeu, qui font les efforts pour améliorer leur situation fiscale, comme l'ont fait l'Espagne, le Portugal, la Grèce ou l'Italie. Donc on pense que pour ces raisons, les marchés vont différencier entre un choc français et un choc européen. Il y a un facteur final qui est aussi important, c'est que en Europe, on voit aussi un assouplissement des conditions fiscales en Allemagne. L'Allemagne augmente son stimulus, ce qui crée un bénéfice économique non pas juste pour l'Allemagne, mais pour le reste de l'Europe aussi, créant donc un balancier pour un choc français. Donc, ce que nous continuons à voir au jour actuel est tout simplement que quand il y a des problèmes dans le marché obligataire français, ce problème reste avant tout en France. Oui, ça peut temporairement causer de la volatilité dans l'euro, dans les bons du trésor espagnol et italien, mais ultimement, ces mouvements s'estompent très rapidement. Donc, au jour actuel, on ne voit pas vraiment de risque de contagion majeur. Ou peut-être on pourrait avoir tort, ce sont les banques françaises. Car les banques françaises ont une position importante dans les obligations du Trésor
française, et donc cela crée des risques dans le secteur bancaire français. Les banques allemandes sont très exposées au secteur bancaire français, les banques italiennes, les banques espagnoles ont aussi tissé au fil des années des liens importants avec le secteur bancaire français, donc on pourrait voir peut-être éventuellement un risque. Mais je pense que ce risque est aussi très bas, car la capitalisation du secteur bancaire européen est forte. Les banques européennes ont vu leurs mauvais prêts diminuer de façon énorme depuis les années noires de 2012 à 2014, et le taux de retour sur l'équité des banques européennes a augmenté de façon très très importante, ce qui les met dans une position beaucoup plus solide que quand nous l'avions vu en 2010-2012. Et finalement, le support pour l'euro reste très élevé partout en Europe. Donc, commencer à extrapoler un Frexit et un Italexit, etc., la probabilité de ce phénomène est extrêmement, extrêmement faible. Maintenant, pour ce qui a trait à l'Angleterre, la situation est un peu différente. Premièrement, l'Angleterre n'est pas une constituante de la zone euro, et comme nous l'avions vu en 2022, quand il y avait eu le choc Liz Truss, ce qui se passait en Angleterre n'avait que très peu de répercussions dans la zone euro. Donc les marchés différencient. Là, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas trop inquiets pour la situation au Royaume-Uni. Et nous pensons que s'il y a une augmentation des taux obligataires liés au budget dans les semaines à venir, il faudrait, de la part des investisseurs, les estomper. Pourquoi ? Premièrement, la situation en termes de déficit du compte courant au Royaume-Uni s'est beaucoup améliorée par rapport à ce que nous avions vu en 2022. Aussi, la situation est fondamentalement différente de 2022. En 2022, en octobre 2022, quand Liz Truss avait proposé son fameux mini-budget, l'inflation britannique était au-delà de 10%. Et le budget de Liz Truss était un budget hautement inflationniste. Ce qui a vraiment inquiété les investisseurs était le risque d'inflation. Aujourd'hui, l'inflation britannique diminue. Nous avons vu aussi qu'il y a un assouplissement des conditions du marché de l'emploi. L'inflation des loyers s'effondre en Angleterre. Tout cela suggère que les pressions inflationnistes sont beaucoup moindres qu'elles ne l'étaient à l'époque, et que donc les risques de créer un choc inflationniste sont nuls. Deuxièmement, le gouvernement travailliste ne propose pas d'augmenter le déficit public aujourd'hui. Ce que l'on parle, c'est de couper le déficit public, et est-ce qu'il sera capable de le faire aussi rapidement que certaines personnes le désirent. Mais ultimement, nous pensons que les conditions de financement au Royaume-Uni s'améliorent parce que, étant donné que l'inflation diminue, la Banque d'Angleterre est de plus en plus dans une position de couper les taux. Et ça, c'est ce qui est important parce que cela signifie que financer le déficit public deviendra plus aisé dans les mois à venir. Mais il n'y a aucun doute que le Royaume-Uni va trouver un petit peu plus difficile de créer plus d'espace en termes de diminution du déficit public que certains investisseurs ne le désirent. Mais selon nous, cela est moins important que l'évolution de la politique monétaire, qui est ultimement la raison pour laquelle nous sommes toujours positifs sur les obligations britanniques. Ok, donc pour résumer un peu, donc c'est des risques qui restent limités aux pays en question, donc les deux pays dont nous avons parlé, la France et l'Angleterre. Merci en tout cas pour votre temps et pour vos réponses, pour vos lumières sur ces sujets et toutes les nuances que vous avez pu apporter, Mathieu. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, et à bientôt pour un autre épisode. Merci beaucoup. Examinez la fiscalité de votre entreprise régulièrement. Mettez tout en place fiscalement pour assurer à votre entreprise tous les moyens disponibles pour se développer et grandir. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.